Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil le 27 février 2023. Alors, pour débuter, on va ouvrir la réunion. Alors, est-ce que je peux avoir un proposeur? Proposé par Mme Charlebois, appuyé par M. Campbell. Accepté. Alors, on va aller avec les présences. Alors, je crois, Mme Gérard, qu'on est tous ici à part de M. Tsurenakis qui a motivé son absence. C'est bien ça? Merci. Alors, on va procéder avec la vision. Alors, je vais inviter M. André Chameillard de bien vouloir lire la vision. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréotouristique qui, par le sort de cette synergie, fera d'Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci, M. Chameillard. Alors, maintenant, je vais inviter M. Campbell de faire la reconnaissance du territoire. Bonsoir. La ville d'Hawkesbury reconnaît que la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons se trouve sur le territoire non cédé du peuple algonquin, Anishinaabe. La ville d'Hawkesbury remercie ses nations autochtones pour la préservation de cette terre et nous les honorons. Merci. Merci, M. Campbell. Et avant d'aller à l'adoption du lot du jour, j'aimerais juste signaler la question de la Journée internationale des droits de la femme qui aura lieu le 8 mars. Et pour votre information, la Maison Interlude organise une activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Alors, ça va avoir lieu et c'est gratuit au River Rock Inn à Rockland. Vous avez fait parvenir un courriel le 5 février. Alors, vous êtes tous invités à assister et je crois que M. Cadarelli, je pense, on l'a aussi peut-être sur notre site de la ville ou sur notre médias sociaux concernant cette journée-là. Oui, merci, M. le maire. Une fois que la Maison Interlude partage ceci, nous allons partager l'information puis un lien à leur site web. Excellent. Merci. Alors, on va procéder avec l'adoption du jour. Au moins qu'il y ait des modifications, je vais demander une motion pour accepter l'ordre du jour aujourd'hui. M. Chameillard et puis par Mme Séguin en faveur. Merci. Déclaration d'intérêt pécuniaire. Est-ce qu'on a eu des déclarations, Mme Gérard? Aucune? Parfait. Item numéro 4, point adopté sur consentement. Alors, vous avez pu remarquer, ce soir, nous avons seulement un sujet sur l'adoption. Alors, je vais faire la lecture de la résolution. Alors, qu'il soit résolu d'adopter le point suivant, tel qu'identifié dans la catégorie des points de consentement à l'ordre du jour de la réunion du 27 février, soit le procès verbal de la réunion du Conseil le 13 février 2023. Alors, est-ce que je peux avoir une résolution? Posée par monsieur. Oui. C'est juste que je ne sais pas si c'est. D'après moi, ça ne dérange pas grand-chose. C'est. Dans la réunion ordinaire, j'avais fait un rapport sur l'hydro. Et puis, je voulais vous envoyer un courriel, ça m'a parti totalement l'idée, je m'en excuse. Pour les lettres de remerciement, c'est mentionné juste M. Poulain. Oui. Il me semble que j'avais mentionné aussi Sproul Powerline. Oui, je crois que oui. Pas que c'est grave, on peut envoyer tout simplement envoyer une lettre de remerciement pareil. Ça vaut-tu de la peine vraiment de changer le procès verbal juste pour ça? Non. Ben, moi, je pense qu'on va le laisser comme ça. On envoie une lettre de remerciement pareil à Sproul, c'est tout. Parfait. C'est pas plus grave que ça. Là, je sais qu'on a quand même enregistré, veut dire, dans la réunion. Ça. Et ça ne l'empêche pas quand même d'envoyer une lettre. J'ai dû me le mentionner, mais si c'est pas plus important que ça, on ne se casse pas la tête. Là. Si vous voulez, M. Paquet, tu peux, du cabinet du maire, envoyer une lettre de remerciement directement à M. Poulain ainsi qu'à M. Sproul. Ouais. Sproul Powerline. C'était ça qui était l'idée. Oui. Alors, je vais demander. Alors, est-ce que j'ai une motion pour accepter le procès verbal du 13 février? M. Paquet, appuyé par Mme Charlebois. En faveur? Merci. Alors, on a item numéro 5, on n'a aucun sujet retiré de l'article 4. Alors, on va aller directement à item numéro 6, motion pour ajourner à la réunion ordinaire et se constituer au comité plénier. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Mme Séguin, appuyé par M. Campbell. En faveur? Merci. Alors, 6.1, présentation, aucune. C'est bien ça, Mme Gérard? Alors, on va aller directement à 6.2.1, mise à jour dossier du Christ-Roi, mise à jour demandée par le conseiller Yves Paquet. Alors, M. Wilson est ici ce soir. Bonsoir, M. Wilson. Alors, il avait fait un rapport daté du 14 février 2022 concernant l'étude environnementale du Christ-Roi.
Puis, qu'est-ce qui avait été produit dans le temps? C'était la phase 1. Alors, je vais céder la parole à M. Wilson de continuer son rapport qui date de bien prochain an passé. Merci. Bonsoir à tous. Donc, suite à cette recommandation-là, on avait fait des démarches en 22 justement d'aller voir pour un phase 2, selon le rapport de la selle prédécessant. Donc, on a fait un cost estimate, puis le montant s'élevait à 39 580 $. Par la suite, aussi, on avait fait dans la recommandation à ce temps-là d'attendre que le rapport final des berges soit soumis, puisqu'on peut, dans l'intérêt de la ville, d'avoir un meilleur montant pour que les constructions aient lieu. On attendait d'avoir le rapport final. Présentement, il y a un rapport qui a été fait, un draft plan. Il n'est pas final, il n'est pas enregistré. Donc, on ne peut pas dire que c'est final, mais présentement, ils ont reculé les berges, la plaine inondable jusqu'aux berges. Peut-être un 10 mètres qu'on peut considérer inondable, suite à des études faites, puisque jamais eu d'inondation depuis la construction du barrage. Donc, ces études-là ont été faites, mais comme je vous dis, ce n'est pas final encore. C'est sûr qu'on peut peut-être procéder de l'avant, mais comme je vous dis, ce n'est pas un document final. Donc, si jamais on aurait des recours ou des choses comme ça, on ne pourrait pas aller de l'avant. Mais on pourrait peut-être commencer à faire un phase 2, si vous voulez bien, à partir du printemps, aussitôt que le sol est dégelé, qu'on peut procéder avec le phase 2, mettre en marche ce processus-là, puis à partir de là, avoir les résultats. Je reviens avec les résultats, puis on décide ensemble si vous voulez. Peut-être qu'on va avoir des surprises, peut-être qu'on n'aura pas de surprises. Au moins, on va être au courant de ce qui se passe, puis on va pouvoir s'aligner plus sur une ligne directrice si on veut vraiment décontaminer ou peut-être qu'il n'y a plus de contamination, on ne sait pas encore. Donc, c'est présentement qu'est-ce que je vais vous présenter, qu'est-ce qu'on a comme information. Donc, ceci. Des questions? Oui, M. Paquette. C'est parce que je sais qu'il y a encore de l'intérêt de certains promoteurs sur ce terrain-là. Là, comme c'est là, c'est ça qu'on l'a dit, on attend pour la phase 2. Je ne sais pas si le conseil est prêt à aller avec une phase 2 ou même aller jusqu'à décontaminer le terrain. S'il est contaminé dans les endroits où c'est dispendieux, là, on va-tu vraiment faire de l'argent? Ça, j'en ai aucune idée. Il va être au conseil de décider ça. Mais je pense que ce serait peut-être important qu'on aille d'avant pour avoir quelque chose de plus concret, juste pour être capable de présenter à ceux qui sont intéressés dans le terrain. S'il faut aller en phase 2, vraiment, selon la loi, bien, regarde, je pense que le conseil prendra une décision à ce moment-là. Mais ce serait important, en tout cas, d'avoir quelque chose de plus concret qu'un draft, si c'est possible. Surtout pour les plaines inondables, les marges de recul, puis tout ça, là, parce qu'on sait qu'on a un plan d'eau, donc il y a une marge de recul. Si ma mémoire est bonne, corrigez-moi si j'ai tort, c'est 350 mètres ou 250 mètres du plan d'eau? C'est 150. 150 mètres? Oui, 150 c'est mètres. 300 pieds, grosso modo. Donc, il ne peut pas construire là, mais il peut faire un stationnement, par exemple. Oui. Ça, tu sais, ça fait avoir un peu plus d'informations pour donner à ceux qui sont intéressés dans le terrain. Puis parce que là, je reçois des appels encore parce qu'ils pensent que le comité de logement est encore existant. Je leur dis qu'il n'existe pas. Il ne faut pas leur dire de rester chez eux non plus. Là. Pas ma job à moi. Ma job, c'est d'emmener du développement. Et puis, quand je leur parle, mais je leur dis, écoutez, là, je vous ramène. Puis là, c'est la raison pourquoi j'ai demandé qu'on ait un update là-dessus pour être capable de répondre aux questions de ces gens-là. Mais à un moment donné, M. Cardarelli a parlé avec certains d'entre eux, puis j'espère que les conversations, il y a de l'avant, puis peut-être avec un phase 2, peut-être qu'on aurait plus de chances de le vendre, je ne sais pas. Mais encore une fois, ça va être le conseil qui va décider ce qu'il fait. Là. Merci, M. Wilson. Merci. Et Mme Charlebois, s'il vous plaît. Ma première question, c'est combien qu'on a investi dans le premier rapport? Et ma deuxième commentaire, c'est que d'après qu'est-ce que moi je connais dans le secteur du développement, d'habitude, c'est la personne qui l'achète qui fait les recherches. Parce qu'ils vont prendre nos rapports, ils vont le refaire quand même, les recherches. Ils vont le refaire pour être capable de confirmer tout ce qui a été fait. Et puis, je ne vois pas pourquoi que les payeurs de taxes, les contribuables, paieraient pour un rapport pour quelqu'un qui va le développer. Parce que d'habitude, c'est eux autres qui le font. Tu vas dans les grandes villes, tu vas à Cornwall, tu vas à Ottawa, Cornwall, Montréal, wherever. C'est le développeur qui paye pour
pour faire les études. Surtout quand eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent développer sur le terrain. Alors, on peut faire tous les rapports qu'on veut, mais ils vont en faire d'autres. Alors, ça, c'est mes commentaires. Alors, si on parle d'aller au deuxième, j'aimerais savoir comment le premier nous a coûté. Puis, aller vers le deuxième, j'ai mes doutes. Merci, Mme Charlebois. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à faire? Je dois admettre, en lisant le rapport de phase 1, c'est recommandé qu'on procède avec la phase 2. C'était pas obligatoire immédiatement, mais je pense que c'était recommandé, puisqu'on a trouvé des contaminants dans la phase 1, puis il y a eu des corrections qui ont été faites. Alors, la phase 2 va confirmer, puis je pense que ça peut être changer la valeur du terrain ou au moins pour une dernière fois l'identifier. On sait qu'il y a quand même des enjeux parce qu'il y a des zones d'inondation qui avaient été établies dans le temps. Les comtés unis ont fini le rapport, puis la zone d'inondation n'existe plus au niveau du plan directeur. Ils l'ont retiré. Alors, le niveau d'inondation n'existe plus au niveau des comtés. Alors, il faudrait peut-être modifier notre plan directeur officiel pour enlever ça parce qu'il est déjà existant. Il reste toujours les servitudes ou qui se trouvent sur le terrain comme tel. On sait que Hydro-Québec, ils ont quand même des droits d'inondation. Mais si on a fait l'étude des comtés unis, peut-être ça peut changer complètement l'envergure de cette négociation-là et peut-être encore là, améliorer le sort ou la valeur de ce terrain-là. Alors, c'est des choses peut-être qu'il faudra regarder, mais si on va d'avant avec la phase 2, c'est quelque chose qui est recommandé une fois pour toutes. Puis on sait que ça a déjà été tout corrigé, les sols, parce que c'était fait en 2017. Même en dessous, la bâtisse, quand la bâtisse était démolie, la selle est retournée pour vérifier qu'il n'y avait pas. La seule source de contamination se trouvait peut-être à l'ouest, une autre source, mais qui n'a aucune relation avec nous. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir avancer. Je ne sais pas, M. Wilson, si vous avez un estimé les coûts de la phase 2 que ça pourrait représenter? Oui, c'est 40 000 ben, 39 580 39 500 Justement, vous avez mentionné, dans le temps, on a démoli l'école qui a coûté des centaines de milliers. C'était environ 400 000, si je ne me trompe pas, ou si pas plus. Et puis là, on parle d'un 39 000, puis je ne sais pas combien est-ce que le phase 1 a coûté. Puis il y avait la question, monsieur le maire, que le terrain à l'ouest, immédiatement à l'ouest, il y avait eu question dans le temps que c'est soit nous autres, notre terrain qui contaminait leur terrain ou leur terrain qui contaminait notre terrain. Dans la phase 1 a prouvé que les contaminants devenaient d'une autre source qui est à l'ouest. Alors, c'était réglé. Puis, en dessous de l'école, ça a été corrigé. Alors, il n'y a plus de contaminants. La seule chose qui reste, c'est définir pour assurer une fois pour toutes que c'est vraiment un terrain qui est acceptable au niveau environnement. C'est bien ça, M. Wilson? Est-ce que je peux finir? Oh, OK. Moi, je vous ai coupé la parole. Merci. C'est parce qu'il y a eu aussi un contaminant, si je me rappelle bien, il y avait un tank d'huile qu'on ne savait pas qu'il y avait enterré dans le temps. Puis il a été contaminé alentour. Alors ça aussi, ça nous a coûté assez cher pour le nettoyer. Alors je crois que la ville, personnellement, la ville a investi beaucoup d'argent dans ce terrain-là jusqu'à date. Alors, excusez, M. le maire, je me répète, mais... Non, c'est bien. Il y avait la fameuse tank de l'huile de chauffage qui avait été enlevée en 2007. Tout le sol il avait été ramassé puis il avait été emmené. Alors, ça a tout été corrigé à ce niveau-là. La dernière chose qu'il pourra avoir, c'est cette dernière investigation-là, phase 2, pour s'assurer, voir s'il demeure des contaminants ou non. C'est bien ça, M. Wilson? La phase 2, c'est pour... Désolé. La phase 2, c'est vraiment pour déterminer le deuxième contaminant. Le premier contaminant, comme que vous mentionnez, l'huile, ça a été réglé. Mais ils ont trouvé une autre source. Puis la phase 2, c'est pour délimiter la source, de voir elle vient d'où, puis de délimiter où elle est présentement pour s'assurer que ça ne contamine pas le reste du terrain
puis aussi pour dire si on est responsable ou non. Donc, la raison du phase 2, c'est vraiment pour délimiter puis faire sûr qu'il n'y a plus de contaminants, parce qu'il y avait une très forte présence lors des études en 2017. Si je peux, M. Wilson, puis je vais juste lire dans le temps votre recommandation du 14 février 2022. Puis ça avait été présenté au conseil à l'époque. Alors, attendu que le terrain où était l'école Christ-Roy a été déclaré surplus et attendu que le conseil désire procéder à la vente du terrain avec des conditions spécifiques et attendu que la préparation de l'appel d'offres a généré plusieurs questions et éléments qui n'ont pas été discutés et pourraient avoir un incident sur le projet, qu'il soit résolu qu'une étude environnementale du site phase 2 du terrain de l'école Christ-Roy soit faite avant de publier une demande d'offre pour la vente et proposition du projet pour la propriété du Christ-Roy et qu'il soit également résolu d'attendre les résultats des études, des berges et de la réutilisation des installations municipales touchées telles que recommandées par tel document. Ça, c'était votre recommandation dans le temps. Je me demande si c'est toujours votre recommandation aujourd'hui ou non, M. Wilson? Oui, effectivement, c'est la même chose. Puis juste pour revenir peut-être à M. Brockett aussi, tantôt vous, le document, il est en draft. C'est pas nous, c'est pas les comtés, c'est vraiment le ministère de l'Ontario. C'est Upper Tiers qui le contrôle. Donc, je peux pas finaliser. C'est un draft, mais c'est pas nous qui peut dire oui, on le finit. Donc, on attend toujours. On est tout le temps. J'ai parlé avec Louis des Comtés unis, puis il m'a dit qu'on y attendait encore toujours. Oui, sur le site Internet des Comtés unis, on a changé, mais on a marqué not approved, donc not final, c'est-à-dire. Donc, il est approuvé, ils l'ont mis sur leur site, mais c'est pas final du ministère encore. Et puis, le phase 2, pourquoi que je recommandais, puis pourquoi investir ces sommes-là, c'est parce que si on vend un terrain, puis on est conscient qu'il est contaminé, on a une valeur de 0, puis le promoteur ne pourra même pas emprunter à la banque pour financer son projet parce qu'il est contaminé. Donc, nous, en vendant un terrain contaminé en connaissance de cause, on est encore responsable, puis on n'a aucune valeur pour le terrain parce que personne ne peut emprunter à moi qui viendrait puis qui aurait de l'argent. Donc, en étant conscient que le terrain est contaminé, on a un rapport qui nous dit qu'il est contaminé, on n'a pas le choix de procéder à un phase 2. Puis peut-être que ce ne sera pas nous qui va être responsable de la contamination et notre voisin. Encore là, comme je vous dis, c'est un peu prématuré pour moi de m'avancer sur ce sujet-là parce que je n'ai pas le phase 2 avec moi. Mais si vous me dites que vous êtes d'accord d'aller avec un phase 2, à partir de là, on va pouvoir soit délimiter, soit déterminer c'est qui est le producteur de ce contaminant-là, c'est quelle source de contaminant. On peut retourner à des années et des années en arrière, peut-être, mais présentement, notre valeur du terrain, elle est moindre parce qu'on sait qu'il y a une contamination. Donc, merci, M. Wilson. Excusez-moi. M. Campbell, vous avez un commentaire? Oui. Le contaminant, il se trouve être au nord-ouest de l'école. Parce que là, alentour de la tank, c'est une tank de 2000 gallons qu'il y avait là dans la terre. Ça, c'est enlevé, l'école à côté. Ça fait que si l'autre contaminant plus loin, ça rentre sur notre terrain, mais là, qui va payer pour la terre pour essayer de bloquer ça, là, pour pas que ça revienne sur le terrain? C'est nous autres, obligés de faire ça? Tout dépendant, si on peut prouver que oui, ça vient du voisin, à partir de là, il va y avoir une investigation, tout ça. Peut-être que c'est des contaminants qu'il y avait auparavant, peut-être qu'il va falloir faire des recherches sur les titres pour voir c'était quoi le commerce qui était exploité à côté. À partir de là, ça se peut que oui, il soit responsable parce que chaque personne est responsable des contaminants ou de qu'est-ce qui se propose, comme qu'est-ce qui s'éloigne de leur terrain. Donc, à partir de là, ça se pourrait que ce soit eux qui soient responsables de faire installer un barrier avec un clay barrier, une barrière d'argile, désolé, avec une membrane. Donc, c'est toutes des options qu'on regarde. Puis ça se peut aussi que la contamination soit estompée avec les années. On sait que le plume, c'est dans le fond, c'est l'eau qui se dirige dans le sol. Elle s'en va vers la rivière. Donc, on sait que ça vient du côté de l'ouest, dans le fond, à côté de Service Canada, dans le fond. Donc, ça vient de ce point-là. Ça se pourrait même que ça vienne du chemin. On ne le sait pas présentement. C'est pour ça qu'on veut pousser avec des études un peu plus avancées pour délimiter. Eux, il y avait eu dans le fond, cette analyse-là, vu qu'ils avaient fait des tests en avant du building, mais ce n'est pas vraiment relié à la tank qui coulait. La tank, ça a été réglé. Il n'y a plus de problème avec la tank. Il n'y a plus de contaminants dans ce secteur-là. Donc, l'étude de phase 2, c'est vraiment pour délimiter l'autre source qu'ils avaient trouvée sur le long du terrain à l'ouest. Merci, M. Wilson. M. Cadarelli, vous avez des commentaires?
Merci, Monsieur le maire. Qu'est-ce que nous, l'administration, recommanderait, c'est qu'on attendrait que le plan maître des comtés unis, le directeur, excusez, soit approuvé par la province. Une fois approuvé par la province, nous, on peut revenir au conseil avec, comme que j'ai entendu de conseillère Charlebois, avoir les prix, les montants que ça nous a coûté, les sommes qu'on a allouées à ceci pour le moment, pour être plus transparent avec où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Puis aussi, on peut revenir avec une demande ou une directive de vous pour aller de l'avant avec phase 2 pour décontaminer le potentiel de décontamination pour la deuxième phase. Merci. Mme Charlebois? Monsieur Wilson, la municipalité a déjà, on savait que le terrain était contaminé. On l'a mis à vendre maintes fois. Avec la question même, on l'avait dit, on le vend tel quel pour $1. Alors, moi, je n'étais pas inquiète à ce temps-là qu'on se fait actionner parce que, tiens, c'est à toi, là, arrange-toi avec tes troubles. T'sais, alors, je me demande si, là, avec le deuxième, on sait qu'il y a qui est contaminé. Là, le deuxième rapport, si je comprends bien, c'est pour savoir exactement où est la source. Ça, je comprends ça aussi. OK, c'est juste pour dire, ouais, je suis d'accord avec aussi, monsieur, Oui. monsieur le directeur général. Je vais juste entamer la question de M. Paquet, puis peut-être vous laisser le mot final, M. Cadarelli. Pas vraiment une question. La résolution que vous avez lue, M. le maire, là, je m'en souviens de ça. C'est déjà été voté, ça. Non, ça avait été mis de côté, ça avait été présenté, il y avait peu d'action, parce que dans le temps, ça avait été présenté par M. Wilson à huis clos, je veux dire, comme tel. Puis il n'y avait jamais eu d'action parce qu'on attendait les rapports des berges et autres situations qui s'avaient déroulé à l'époque comme tel. Alors, tout avait été mis en suspens, mais on avait regardé cette possibilité-là, puis j'ai lu la recommandation de M. Wilson dans le temps, il y a un an passé. Oui, totalement. Oui, absolument. Alors, M. Cadarelli, je vais vous laisser le mot final. Bien, merci, Monsieur le maire. Pour ajouter à notre rapport, on peut aussi aller chercher un avis légal sur le côté de nos responsabilités, si ceci peut aider au conseil d'avoir toute l'information sur la table avec ceci. Parfait, merci. Alors, le sujet ne sera pas reporté. On a une directive, plus ou moins, laissée à M. Cadarelli et son équipe de nous revenir. Alors, est-ce qu'on a besoin de le traiter une fois qu'on va sortir de huis clos? La directive est suffisante, Mme Gérard? Oui, merci. Alors, on va suivre l'autre jour, qui est l'item 6.3.1, Bibliothèque publique de Hawkesbury. Alors, j'ai le plaisir on a le plaisir de recevoir Mme Nathalie Saint-Jacques qui va nous présenter le budget de la bibliothèque pour 2023. Alors, Mme Saint-Jacques, la parole est à vous. Bonsoir. Est-ce que vous avez... Vous m'entendez? Très peu. Très peu. Faut que je m'approche plus. Est-ce que vous aviez reçu... Oui, on a reçu une copie du budget. Oui. Vous avez toute une copie. Je pense qu'on a eu toute la chance de le regarder. Alors, je vais vous laisser continuer, Mme Saint-Jacques. En général, les seuls postes qui a eu des augmentations, c'est au niveau des animations qu'on a vraiment augmenté. Les autres, c'est toutes des choses courantes. Les revenus au niveau des salaires, c'est les augmentations. J'avais vérifié avec M. Timbers avant là, pour savoir là, comment je devais procéder. C'est la première fois que je présente un budget, donc... Soyez complètement à l'aise. Je ne sais pas. OK. L'objectif, c'est... on revient du COVID, donc l'animation, je veux dire, l'achalandage, tout ça, ça recommence tranquillement.
Le printemps passé, l'hiver passé, on a eu des fermetures. Il y avait encore des restrictions au niveau gouvernemental. Donc, ça s'est fait tranquillement. Durant l'été, j'ai fait de la publicité. Je me suis rendue sur place dans des activités pour présenter la bibliothèque, pour présenter les services, pour montrer aux gens là, que la bibliothèque était réouverte puis qu'on recommençait à bouger. Puis, tout le long de l'été, c'est ce que j'ai fait. En septembre, on a continué de faire de la publicité, de réouvrir les activités. On a recommencé à faire de la promotion auprès des écoles. J'ai communiqué avec les directions d'école. On a fait de l'initiation à la bibliothèque pour les jeunes. On a eu quand même une belle participation et même les professeurs nous en redemandent. Ensuite de ça, on continue le travail d'acheter des livres. On a même augmenté les collections. J'ai créé 2 nouvelles collections au niveau des jeux. Et on a eu quand même directement sur place à la bibliothèque que les gens sont venus jouer tout bonnement avec les jeux qu'on a installés sur les tables. Entre fin septembre et le mois de décembre, on a eu 104 personnes qui sont venues directement à la bibliothèque pour jouer à ces jeux-là. On a eu 2 activités d'animation où il y avait une spécialiste des jeux qui est venue expliquer les jeux pour que les gens sachent comment jouer à ces jeux-là. Et on a eu une très belle réception de la part des gens pour emprunter des jeux aussi. La collection est disponible à tout le monde. Ils peuvent venir chercher des jeux de société et ça a été très bien reçu. La nouvelle collection, la deuxième nouvelle collection qu'on a mise sur pied, c'est les jeux vidéo pour les jeunes. On commence la collection avec 24 nouveaux jeux vidéo et j'ai prévu aussi dans le budget un poste budgétaire pour les jeux, que ce soit les jeux de société, les jeux vidéo. Avec les jeux vidéo, on veut aller chercher des gens qui viendraient peut-être pas nécessairement à la bibliothèque. Donc, il faut travailler fort. Au retour du COVID, je vous dirais, c'est unanime dans toutes les bibliothèques. Il faut être créatif, il faut retourner chercher les gens parce qu'il y a différentes habitudes qui ont été prises. Et même les professeurs nous en parlent, les tout-petits n'ont pas le réflexe de la bibliothèque. Eux, ils ont beaucoup de travail à faire là, au niveau de la socialisation et la bibliothèque aide à ça aussi. Donc, on revient, on refait surface là, suite à tous les événements qui s'est produit, qu'on connaît tous là, dû au COVID. Alors, c'est certain qu'il faut travailler dans ce sens-là puis aller chercher notre monde pour lui montrer les services qu'on offre. Merci, Mme Saint-Jacques. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil, il y a des questions en rapport avec le budget. Mme Charlebois, oui? Il a été renouvelé. Ton micro. Excusez, est-ce que c'est confirmé que le canton de Hawkesbury-Est retire son paiement annuel? Pour l'instant, ils ont renouvelé pour 1 année. Pardon? Ils ont renouvelé pour 2023 et ils vont nous revenir cet été pour nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite. Moi, j'avais envoyé un courriel pour lui dire les statistiques et tout, là, pour les aider à prendre la décision. Mais là, pour l'instant, ils l'ont renouvelé pour l'année et c'est à suivre. Deuxième question. Combien que ça coûte par maison pour le service de la bibliothèque annuellement? Ça, je pourrais faire le calcul puis vous revenir avec ça. Là. Je ne l'ai pas là, ici dans mes notes, mais je peux vous revenir avec ça certainement. Okay. Et ma troisième question, est-ce que le conseil d'administration de la bibliothèque de la ville de Hawkesbury
a l'intention de négocier avec les cantons de Champlain et Hawkesbury-Est pour un contrat de vente de notre service de bibliothèque pour aider à financer ce service municipal? Ben, pour l'instant, non, c'est pas dans les plans parce que je sais qu'avec Champlain, eux, ils ont une bibliothèque et comment qui fonctionne maintenant, c'est qu'on continue à avoir des usagers de Champlain et on doit émettre un reçu quand l'usager paie son abonnement et il envoie le reçu à la municipalité de Champlain, puis il est remboursé. Non, je peux continuer, monsieur Lemay? C'est que je comprends tout ça. Mais je le sais que dans le passé, ils ont déjà vendu leurs services à des municipalités avoisinantes. Je le sais que le village de L'Orignal le payait, le canton de Longueuil le payait, je ne sais pas si Hawkesbury-West le payait, mais on payait tout un service à la bibliothèque. Oui, mais ça Alors, je comprends, ça fait plusieurs années, mais depuis ce temps-là, nos dépenses y augmentent, puis vous avez un excellent service. Je ne comparerai même pas notre service à aucune autre municipalité de la région, excluant Clarence Rockland, comme d'habitude. Mais juste pour dire que j'aimerais voir ou entendre où est-ce que vous allez trouver une nouvelle source de revenus pour aider, surtout quand vous allez calculer le coût par chaque maison pour ce service-là de la ville de Hawkesbury. Merci. Merci. Monsieur Timbers, oui. Si je peux répondre à votre deuxième question, là, le coût par maison, là, c'est plus ou moins 100 $100. Oui. Oui, parce qu'on a à peu près 5500 propriétés. C'est ça, exactement. Donc, puis on parle de 500 000 $, alors c'est inférieur de 100 C'est ça. Si on regarde de propriétés résidentielles seulement, et Seulement, on n'embarque pas le côté évaluation commerciale. Si on parle par capita, c'est une autre histoire. Si on parle de propriété, c'est quelque chose d'autre. Alors, par household ou c'est par ça. foyer, là, c'est... Ouais, puis par capita, c'est 50 Ouais. Alors, c'est ça, plus ou moins, grosso modo, comme on peut dire, le coût par résident ou par capita. Moi, j'aurais quelques questions, Mme Saint-Jacques, Oui. si je peux. Les questions, je regarde dans votre budget, l'abonnement extérieur, il y a une diminution de 10 500 à 8 500. Y a-t-il une raison pour la diminution? Mais comme je vous dis, le fait qu'on ait été fermé pendant la période de COVID, Parfait. il y a beaucoup de monde qui n'ont pas renouvelé les abonnements OK. et ça a recommencé, je vous dirais, dans l'ensemble de l'année 2022. L'engouement a été vraiment plus clair à l'automne. OK. L'hiver, le printemps, ça a été difficile. Cet été, ben, on a travaillé, on a été même d'un parc à faire un compte, un sentier des comptes, tout ça. Puis, j'ai d'autres projets qui s'en viennent pour ça. Fait qu'on travaille à... On n'a essayer pas de d'entente développer. avec la municipalité de Grenville. Hein. C'est tous des frais d'utilisation. Je m'excuse. On n'a pas d'entente avec le village de Grenville pour le service. C'est Non, tous des frais avec Grenville, d'utilisation. On a seulement une entente avec la municipalité de Hawkesbury-Est présentement, Oui. qui va être sujet à une renégociation. Oui. J'ai trouvé aussi que vous avez des dons. Un don, veut dire, avez-vous reçu un don au cours de cette année? Parce que l'an passé, vous aviez dans le budget 500 $, puis là, vous prévoyez 4 500 $. Ben, en fait, c'est que des lettres vont être envoyées à différentes associations comme les Lions, le Club OK. Optimiste, tout ça, pour pouvoir nous aider dans notre budget. OK. Puis je vois aussi pour l'entretien informatique logiciel, il y a quand même eu une augmentation assez importante, de 10 000 à 18 000 $. Y a-t-il quelque chose en particulier Oui. qui. C'est que notre site web est complètement désuet et on a fait affaire avec une firme. On a vérifié différentes firmes et le conseil en a choisi une. Donc, on fait refaire le site Internet au complet avec l'image de marque. Et ça va être juste un plus parce qu'on a eu vraiment des gros problèmes avec notre site Internet et il est vraiment, vraiment désuet. Donc,
On va pouvoir tout mettre nos nouveautés, nos nouvelles choses, des nouveaux liens. Les gens, tu sais, comme on se ramène là, en 2023 là, avec notre nouveau site, les gens vont avoir accès beaucoup plus facilement aux services, aux abonnements. Je veux pouvoir mettre l'abonnement en ligne aussi parce qu'on a des gens qui utilisent leur tablette et qui lisent sur leur tablette. Donc, ça va être des services de plus que les gens vont pouvoir avoir. Merci. Une dernière question. Oui. Alors, je vois aussi que vous faites encore des contributions à la réserve, mais vous avez quand même des fonds de réserve déjà établis pour une variété d'activités, que ce soit des rénovations, système de sécurité, des contingences, et ainsi de suite. Alors, vous avez des transferts de 4 000 $ pour cette année dans votre budget, mais vous avez encore quand même des réserves qui totalisent 72 000 $. Alors, y a-t-il une raison que vous continuez à bâtir des réserves quand vous avez des réserves existantes? Bien, pour le système d'alarme, quand on l'avait changé, c'était autour de 17 000 $ à l'époque. Là, on est comme une bonne douzaine d'années, même plus que ça. Là. Je ne me souviens pas exactement la date qu'on l'a changé, là, mais ça fait un bon bout de temps. Et le COVID plus tard, donc les coûts, on s'attend à payer pas mal plus cher que le 17 000 qu'on avait payé à l'époque. Donc, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. Paquette, oui? Oui. Peux-tu savoir combien, comme Champlain, quand ils viennent faire un abonnement, combien ils payent, eux autres, pour avoir un abonnement pour un an? ils payent, ben, ça dépend si c'est des adultes, si c'est des personnes 65 ans et plus et des familles. Donc, un abonnement d'un individu, c'est 58 $. Combien? 58 $. 58? Oui. Ça, c'est pour, mettons, un individu comme un étudiant. Un adulte. Un adulte. Oui. OK. Peut-être que ce serait peut-être une bonne idée de mettre leur abonnement au prix que ça nous coûte à nous, les contribuables. Bien, c'est ce qui est fait. À chaque année, il y a une augmentation de 4 % sur le frais d'abonnement des usagers qui vivent à l'extérieur de la ville de Hawkesbury. OK. Merci. Okay. Oui, Mme Séguin. Deux petits points pour peut-être répondre à M. Paquette et puis supporter un peu les chiffres de Mme Saint-Jacques à travers vous, M. le maire. Merci à Mme Saint-Jacques pour son présentation. Le frais total qu'on charge à Champlain, l'usager prend son reçu, puis il retourne à Champlain et est remboursé à 100 %. Donc, c'est plus à nous, là, dans le fond, à l'usager, ça ne lui coûte rien s'il prend les étapes nécessaires. Pour répondre à l'autre question, le 4 500 en dons qu'on regarde aller chercher. Et puis, si vous regardez la ligne de l'équipement de bibliothèque, Mme Saint-Jacques et l'administration regardent à upgrader leur système informatique. Donc, Mme Saint-Jacques a été chercher un devis avec les Comtés unis. Et puis, pour les 9 ordinateurs, ça nous coûterait 9 000 $. Donc, on a suggéré avec le CA de juste en mettre la moitié et puis d'essayer d'aller chercher des dons à travers la communauté pour la balance qui reste. Et puis, je sais qu'on regarde à quelques subventions. Donc. Excellent. Et suivi, M. Paquette. Ouais, donc, je comprends que Champlain rembourse les personnes qui viennent à notre bibliothèque. Où j'ai de la misère avec ça un peu, c'est que s'ils ont le même service que moi, comme payeur de taxes, mais ça leur coûte moins cher. Qu'ils soient remboursés ou non, ça leur coûte moins cher. C'est là que j'ai un peu de trouble. Là. Ils payent des frais d'utilisation. C'est ça qui arrive avec la municipalité de Champlain. Oui, Mme Charlebois. C'est là que je reviens avec Parfait. Sur ce commentaire-là, je pense, M. Timbers, la dernière fois, quand vous avez préparé votre budget, je sais que vous n'avez pas les chiffres
de la bibliothèque avec vous parce que ça n'a pas été présenté encore lors de votre rencontre. Vous avez aussi mentionné que vous étiez pour revenir une fois le budget présenté par la bibliothèque et de trouver des sous. Alors, je présume que la seule directive qu'on peut faire ce soir, c'est vous remettre ça et que ce soit entamé à une réunion, la prochaine réunion du Conseil pour voir exactement les décisions du Conseil concernant le budget. Parce qu'à la fin de la journée, on fait une contribution de 551 637 $, qui est une augmentation comparativement à l'année dernière de 4,73 %. Alors, il s'agit au Conseil de déterminer la contribution qu'il voudra faire pour l'année en cours, l'année 2023. M. Timbers, avez-vous des commentaires sur ce sujet-là, s'il vous plaît? Ah oui, donc lorsque j'ai présenté le budget, justement, j'avais présenté là, avec le même montant que la réquisition l'année passée, là, juste à titre comparatif. Là. La ville aussi paye pour les services de l'hydro du bâtiment, puisqu'on loue les locales à la bibliothèque. Donc, on avait augmenté cette partie-là du budget là, de 4 000 $. Et après avoir vu les chiffres, là, on n'atteindra probablement pas ce montant-là. Là, donc, on a peut-être un 4 000 $ de jeu. Mais évidemment, là, si vous approuvez le nouveau budget de la bibliothèque ce soir, il va y avoir quand même un ajustement d'environ 25 000 $ à faire au budget. Là, mais ça, je serais capable de trouver là, certaines sommes là, pour accommoder ce budget-là, là, tout dépendant là, de la décision du Conseil ce soir. Là. Alors, vous serez à l'aise de revenir au Conseil puis juste le finaliser comme tel? Oui, définitivement. Alors, on pourra faire ou juste demander en sortant d'ici ou les directives qu'on donne ce soir ici au comité de plénier, c'est suffisant pour vous de nous revenir à la prochaine réunion? OK, parfait. Oui. Parfait. C'est bien, Mme Gérard? Alors, on va continuer. Alors, on va continuer avec le prochain item qui est M. Timbers de nouveau à 6.3.2, révision des frais fixes pour l'eau et les égouts. M. Timbers, de nouveau, s'il vous plaît. Oui, donc, comme vous le savez, là, en 2010-2011, la Ville a introduit les compteurs d'eau dans la Ville d'Hawkesbury. Je pense avant ça, il y avait des compteurs d'eau pour certains commerces, industries spécifiques. Mais vraiment, c'est en 2010-2011 qu'on on a mis les compteurs d'eau dans les résidences des citoyens. Donc, le format avait été utilisé à l'époque, c'était une base de frais fixes et de frais de consommation. Donc, on a un frais fixe pour payer le coût des infrastructures à travers majoritairement les emprunts. Là. Donc, le coût qui représente notre usine de filtration, tout le réseau d'aqueducs souterrains, la tour d'eau, évidemment. Donc, tous ces dépenses de construction-là représentent le frais fixe qui est chargé à chaque citoyen. Évidemment, pour la production de l'eau, il y a un frais fixe, un frais de consommation qui est calculé au mètre cube. Donc, lorsqu'on établit ce frais fixe-là, c'est un frais fixe qui avait été établi unilatéralement à travers toute la population, que ce soit un résidentiel, un commercial, un industriel. Tout le monde payait le frais fixe de 170 $. Pour les unités résidentielles, évidemment, c'est un bloc appartement avec plusieurs unités, payait le nombre d'unités fois le taux fixe, donc payait en prorata du nombre d'unités. Il y a certaines unités commerciales s'il y avait un édifice avec plusieurs unités commerciales, on chargeait la moitié des unités et on arrondissait par le haut. Donc, un édifice commercial qui avait 4 unités commerciales était chargé 2 fois le frais fixe. Certaines autres édifices comme l'hôpital et la résidence Prescott Russell, c'est encore une fois au nombre de chambres ou au nombre de lits à l'hôpital, le frais fixe était multiplié par ce montant-là.
Par contre, les industries, c'est un frais fixe pour une industrie, donc un frais fixe le même que le résidentiel. Donc, je pense que c'est un modèle, le modèle est quand même bon. Je pense qu'il est juste, qu'il répartit bien les frais de production de l'eau, les coûts des infrastructures. Par contre, on s'est quand même rendu compte qu'avec certaines incohérences, le fait que justement les grandes industries, les grands commerces à grande surface payaient le même montant d'un frais fixe qu'une simple maison résidentielle. C'est sûr que les gros consommateurs, ceux qui ont des compteurs d'eau un petit peu plus gros, un petit peu plus puissants, va évidemment mettre plus de pression sur le système. Donc, la logique, c'est qu'ils devraient payer peut-être un frais un petit peu plus élevé que le même frais résidentiel. Donc, j'ai comparé avec d'autres municipalités. Il y a un petit peu toutes sortes de modèles. Il y en a que c'est comme nous, c'est un frais fixe unilatéralement à travers la municipalité. Il y en a qui vont par la grosseur du compteur. Il y en a qui ont des prix spécifiques pour certaines catégories. Donc, la demande que je vous fais ce soir, ce n'est pas de changer le modèle, c'est de nous donner le mandat si le conseil est intéressé par l'idée, de faire un petit peu plus de recherche, faire des analyses un petit peu plus détaillées pour arriver avec un nouveau modèle, une nouvelle facturation. Donc, on a quand même certaines informations à aller recueillir, comme j'ai mentionné tantôt, la grosseur des compteurs, éliminer un petit peu aussi les bâtiments avec multiples unités, faire une genre de formule qui va être, dans le fond, juste et équitable pour tout le monde. Également, on s'est rendu compte aussi qu'il y a plusieurs édifices commerciaux qui ont des systèmes de gicleurs. Et ces systèmes de gicleurs-là, excusez l'anglicisme, mais bypassent le compteur d'eau. Donc, cette consommation-là n'est jamais comptabilisée. Il y a une provision dans notre règlement actuel qui permet d'aller charger ça, mais il faut vraiment faire un calcul estimé. Donc, ça devient un petit peu complexe pour aller récupérer ces sommes-là. Donc, c'est ce qu'on veut étudier. Il y a combien de bâtiments qui ont des systèmes de gicleurs qui devraient peut-être avoir un frais pour ces édifices-là, parce qu'ils ont quand même une maintenance à faire annuellement de flusher les systèmes et évidemment, donc, rentrer de la nouvelle eau qui n'est pas comptabilisée dans le compteur. Donc, il y a un petit peu de perte à ce niveau-là. Donc, c'est le mandat que je vous demande ce soir. Si vous êtes intéressé par qu'on étudie un nouveau modèle, je vous ai donné une liste de prix qui est à peu près estimative, mais qui est quand même, selon moi, quand même assez représentative quand je regarde les comparatifs ailleurs. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas le prix final, mais avec nos recherches, on va arriver avec un modèle qui va être un petit peu plus représentatif. Là, mais si le conseil aime l'idée, on va faire les démarches cette année. Puis pour 2024, on va arriver avec le nouveau modèle. Mais c'est ça, justement, c'est pas pour favoriser un groupe ou défavoriser l'autre, c'est vraiment d'avoir un modèle qui est juste équitable. Il n'y aura pas de modèle parfait, ça c'est sûr, mais je pense que le frais que tout le monde paye le même frais, c'est pas non plus nécessairement juste. Là, donc, c'est pour ça qu'on apporte cette recommandation-là ce soir. Merci, M. Timbers, pour votre rapport. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, Mme Charlebois. Premièrement, merci d'avoir apporté le sujet. J'ai tout le temps eu plusieurs commentaires à ce sujet-là. Je regarde qu'est-ce que vous proposez pour les commerces ou les industries, de 500 à 1000 $ par année? 1500. 500? 1500. Oui. Et may vary. 500 et 1000, 5500. Exactement. Ouf. C'est une claque, là. C'est surtout quand on a installé les compteurs d'eau, ils ont mangé une claque. Les commerces, les restaurants et les autres commerces qui utilisent beaucoup d'eau, ils ont mangé une claque. Alors, est-ce qu'il y a
manière une façon dans votre révision que ce soit une augmentation qui serait à travers de tant d'années? Oui, on pourrait L'augmentation se fait au lieu de pif, là, tu sais? Oui, on pourrait l'amortir sur quelques années, justement. Si on parle de 1 500 $, on pourrait faire une année 750, l'année d'après 1 500. Donc, ça donne une année là, pour s'ajuster. Donc, l'effet serait coupé en deux. C'est quelque chose qu'on peut étudier définitivement là, dans le nouveau modèle. C'est certain qu'on n'aura pas de plainte des résidents. Ça va être une bonne nouvelle si tout fit là, comme vous indiquez dans votre rapport. Alors, merci d'avoir. C'est quand même des montants beaucoup plus élevés, mais en même temps aussi, pour des grandes industries, des grands commerces, c'est pas aussi significatif là, que ça serait une augmentation pour une résidence justement, là, une propriété résidentielle. Juste pour vous donner un exemple, une des municipalités que j'ai étudiées, c'est vraiment, eux, ils vont par la grosseur du compteur d'eau. Les plus gros compteurs d'eau qui ont 8 pouces, ces industries-là, ces commerces-là qui ont un compteur d'eau de 8 pouces paient, je ne me trompe pas, c'est 23 000 en frais fixes annuellement. Donc, dans la ville, je pense qu'on n'a pas des 8 pouces, on a beaucoup de 4, peut-être quelques-uns de 6 pouces, là, donc, mais c'était quand même des coûts là, de 7 000 et 15 000 $ annuellement pour des 4 et 6 pouces dans cette municipalité-là. Je ne dis pas que c'est ça qu'on va copier, là, mais c'est quand même, c'est sûr que c'est ça. Plus le compteur d'eau est gros, plus c'est de consommation, plus que ça met d'incidence sur le système. Donc, ils devraient payer leur juste part, là, mais oui, on peut définitivement amortir ça dans le temps aussi là, pour que ça soit plus facile et mieux accepté aussi là, par l'industrie. Parfait. Une autre? Oui, donc question. C'est concernant les gicleurs d'eau. Est-ce que vous parlez là, pour les maisons résidentielles? Ben, dans le fond, toutes les propriétés là, qui ont des gicleurs d'eau, habituellement, c'est commercial et industriel là, qui vont avoir ce type de système-là, mais ça bypasse le compteur, donc l'eau n'est jamais comptabilisée là-dedans. Ouais. Puis les piscines, parce que là, les personnes payent l'eau qu'ils utilisent, comme Oui. c'est là. Je le sais. Et puis, c'est juste c'est pour ça que je demande la question. Là. Et vous baissez les frais et puis après ça, je continue à utiliser. Je vais payer qu'est-ce que je dois. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Oui, non. Non, c'est sûr que si on met un Mais je ne veux pas être pénalisé non plus. Puisque le gicleur bypass le compteur, il n'y aura pas de frais de consommation. Ça va être un frais fixe parce qu'ils ont un système. Puis je pense au minimum une fois par année, il faut qu'ils fassent la maintenance, qu'ils flushent le système. Okay. Donc, le frais serait pour ça. Okay, c'est sûr que s'il y a un feu, puis le gicleur va pendant des heures et des heures, cette consommation-là ne sera pas calculée, mais ça arrive quand même assez rarement, là, donc c'est quand même négligeable. Merci. Et je veux juste faire un commentaire. Si vous regardez bien le tableau que M. Timbers nous a fourni, vous regardez le coût de consommation, 1,14 $ comparativement à les autres. Bien entendu, les autres municipalités, ils ont mis à l'intérieur le coût de nature capitale. Ça doit être le debenture qui fait partie de leur coût de consommation. Mais si vous regardez bien, même avec le prix fixe que nous autres, on a, il est inférieur à ceux des municipalités qui se trouvent qui ont mis le coût de nature capitale déjà dans le taux de consommation. Alors, tout ça pour dire que notre système, en plus d'être très bon, très potable, mais pas cher. Alors, on a un très bon service. Et si vous regardez les autres municipalités que M. Timbers nous a fournies, on est vraiment, je pense, choyé ce côté-là quand ça vient à des services d'eau et d'égout. Et juste une question, peut-être c'est plutôt une question pour M. Martin, au point de vue des compteurs d'eau. Est-ce que c'est sujet à être remplacé? Parce que je vois les compteurs d'eau, ils ont été installés en 2010. Ouais. Ils ont déjà 12-13 ans. Puis l'habitude d'un compteur d'eau,
C'est pour une quoi, Je pense 15? qu'il y avait une durée de vie de 20 ans de 20 ans? mémoire, mais dans le OK. plan financier pour l'eau, on avait prévu renouveler les compteurs d'eau là, en 2025, 2026. Là. 2026. Donc, c'est déjà dans le plan financier pour l'eau. Donc, OK. c'est dans notre plan de le faire dans les prochaines années. C'est sûr que ça va être des compteurs un petit peu plus intelligents, Oui. ça va donner plus de flexibilité, plus d'informations qu'on va pouvoir récupérer. Là. Donc, ça devrait aussi aider à avoir la meilleure information. Là. Donc, oui, c'est dans les plans. Là. Merci, M. Tenenberg, pour votre rapport. Puis je pense qu'en sortant de la réunion à huis clos, pas à huis clos, excuse-moi, mais de la réunion comité de plénier, on va être capable de présenter votre rapport si un des membres veut proposer votre recommandation. Alors, ceci étant dit, nous avons aucun autre sujet. Mme Gérard a discuté au comité plénier. Alors, je vais accepter une résolution pour sortir du comité plénier proposé par M. Paquette, appuyé par M. Campbell en faveur. Alors, on parle du rapport du comité plénier. Alors, on a le rapport de M. Timbers ici. Est-ce que quelqu'un, excuse-moi, Mme Gérard. La bibliothèque, je pensais on avait donné des directives, je pense, à nous revenir, ça se peut-tu? Non, je pense qu'on a donné à l'intérieur du comité de plénier, puis ça va être suffisant. Je pense que vous avez vos instructions. Alors, concernant la recommandation au conseil par M. Timbers, est-ce que quelqu'un peut proposer la recommandation de M. Timbers? M. Chamaillard, appuyé par M. Paquette. M. Chamaillard, voulez-vous lire la recommandation? Rendu qu'avec l'arrivée des compteurs d'eau en 2010-2011, nous avons instauré un modèle de facturation basé sur les frais fixes et les frais de consommation. Et, attendu que certaines incohérences ont été identifiées dans le modèle de facturation des frais fixes, il soit résolu d'autoriser le trésorier à réviser le modèle de facturation des frais fixes, que les changements deviennent applicables à partir du 1er janvier 2024, tel que recommandé au document 2023 REC 10. Commentaire? En faveur? Accepté. Merci, M. Timbers. Item numéro 9, présentation, délégation et pétition. Aucune. Alors, on va suivre ça par l'item numéro 10, rapport du maire et des conseillers. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont un rapport à faire? M. Paquette, allez-y. Pas vraiment un rapport, mais si vous me permettez, j'aimerais parler d'une activité qui s'en vient dans notre ville, si vous me permettez. Sans faute, oui. Merci, M. le maire. Le 11 mars, moi et mon collègue Yvon Doiron, nous allons organiser, puis c'est déjà fait, un tournoi de washer toss, de la rondelle. Tous les fonds recueillis de cet événement-là vont à l'hôpital général de Hawkesbury, la section de cardiologie. J'invite ceux qui ne jouent pas, s'ils veulent venir faire un don en personne le 11 mars à la Légion canadienne, ils sont les bienvenus. Et l'hôpital va les fournir de reçus pour fin d'impôt. Merci, M. le maire. Merci, M. Paquette. Puis je pense qu'on avait accepté que les membres du conseil pourraient faire des rapports sur les activités qui se trouvent en ville. Alors, merci, M. Paquette, pour ce commentaire-là. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil? Sinon, je voudrais juste faire un rapport à la dernière réunion du conseil des comtés. Premièrement, il y a eu un rapport qui était présenté par Collier, qui est le rapport concernant la résidence Prescott Russell. Si vous allez à leur site, vous allez voir le rapport au complet, mais si je peux faire un sommaire vite fait, il avait sorti avec 3 options. La première option, c'est la conversion de l'immeuble existant pour un total de 90 logements de type refuge, garçonnière, qui est bachelor, unité, 1 chambre ou 2 chambres. Ça, c'était option 1. Option 2, c'est la démolition et bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments de 4 étages qui pourraient représenter 219 unités de différents types
Et la troisième option, c'est de vendre. Puis la valeur moyenne de cette propriété-là, il se situe à 4,9 millions de dollars. Alors, si vous regardez les options, quand même, sont assez dispendieuses. La première option qu'on parle, on parle de 58 millions de dollars et la nouvelle construction, 85 millions de dollars. Alors, je vous invite, si vous voulez, de lire le rapport au complet. Si vous ne l'avez pas, je peux vous le faire parvenir. Puis les Comtés unis, ils ont demandé à l'administration, premièrement, de le regarder. C'est bien entendu, ça ne se fera pas immédiatement. Alors, eux autres aussi, il faut qu'ils aient la chance de digérer, si je peux dire, tout ce rapport-là. Comme vous savez, ils ont déjà une bâtisse, une nouvelle résidence qui vaut 90 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Puis l'autre item pour faire du logement, c'est un autre coût supplémentaire. Oui, je n'ai pas fini mon rapport, là. Puis la dernière chose, je voulais juste mentionner, c'est que le Conseil des comtés ils ont accepté l'entente pour le service de répartition. Alors, il s'était signé et l'entente a été remise à M. Caderly et Mme Girard. Alors, vous avez 2 ans avec vos associés, les chefs pompiers, pour arriver à une entente à long terme qu'on voudrait bien voir. Parce que ça fait longtemps, comme vous savez, qu'il y a eu des extensions. Je pense que c'est la 4e extension, si je ne me trompe pas. Alors, l'idée est que c'est avoir un contrat à long terme. Alors, là-dessus, vous avez des commentaires, Mme Charlebois, sur le rapport de Collier? Oui? Et autres? Oui, monsieur. Et autres? Oui. OK. Numéro 1, oui. Alors, c'est les Comtés unis qui vont payer pour la construction. Les 8 municipalités. On n'est pas rendu là. Ça, c'est un rapport. C'est un rapport. Mais si les comtés payent, tout le monde paye, comme vous savez, là, comment c'est fait la répartition des coûts. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, je pense. Non, c'est OK, juste que. C'est bien. Alors, une question? La deuxième question. Félicitations pour l'entente pour l'extension d'un autre 2 ans. Et comme j'ai mentionné la dernière fois, bonne chance et puis qu'on en finisse là. pour un autre 5 ans, la deuxième après 2 ans. J'espère que ça va aller pour un 5 ans parce que, écoute, we're the only game in town, comme ils disent. Je pense que tout le monde reconnaît le service est exceptionnel. Oui, oui. Je sais que Rockland Clarence, ils ont une entente avec la ville d'Ottawa. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire à long terme, quand est-ce qu'il va terminer, mais je sais que des options ils vont exister dans un avenir rapproché où la ville va être capable de compétitionner pour donner le service. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là. Je sais que M. Caderelli et le chef pompier vont éventuellement nous revenir à ce sujet-là. C'est bien. Alors, ça termine mon rapport au Conseil des comtés. Alors, s'il y a pas d'autres questions, sujet pour action 11, aucune. Alors, on va aller au règlement. Alors, on va aller au premier règlement, qui est le règlement 13, 2023 pour les services d'eau et des égouts et les règles quant à l'utilisation de l'eau et des compteurs d'eau. Alors, première lecture pour présenter. Deuxième lecture à faveur. Commentaire? Aucune? Troisième? Accepté, merci. Et le prochain règlement numéro 14, 2023, imposant un tarif pour la collecte et l'élimination des ordures et de matières recyclables. Programme de boîte bleue. Alors, première lecture pour l'introduction. Accepté. Deuxième lecture. Commentaires ou questions? Aucune? Troisième lecture? Accepté. Merci beaucoup. Alors, numéro 13, motion dont l'avis a déjà été donné, aucune. Et item numéro 14, avis d'émotion, aucune. C'est bien ça, Mme Gérard? Alors, ça étant dit, on peut aller au prochain item numéro 15, réunion à huis clos. Alors, proposé par M. Paquette, appuyé par M. Chameillard pour la réunion à huis clos. Les personnes qui se trouvent dans la salle, on vous invite de rester. Nous autres, on va s'excuser et on va revenir avec vous un petit peu plus tard dans la veillée. Merci.
bleu. On va sentir le déjeuner, hein?
Quelle heure qu'il est, Valérie? 1h05? C'est pour ça que j'ai fait que ça court. Ah oui, pas de droit de- C'est ça. Ah, tu vois. Oui, demain soir. Monsieur Campbell, bonsoir. Content de vous recompter parmi nous. Alors, on va retourner à notre réunion ordinaire. Aucun rapport sur le huis clos. Alors, on va procéder avec le règlement de confirmation. Règlement numéro 15, réunion 2023. Première lecture. Deuxième lecture. Tout en faveur, troisième lecture. Accepté. Merci beaucoup. Et on va procéder avec le jour de demain. C'est bien ça, Mme Gérard? Il n'y a aucun autre sujet? C'est bien? OK. Alors, sur là-dessus, je vais accepter une résolution. M. Paquette, appuyé par Mme Charlebois, tous en faveur. Accepté. Merci. Bonne soirée à vous tous et merci pour votre patience pour nous avoir accepté. Oui, M. Chamaillard. Non, on a sorti de la huis clos, puis là, on est rentré à la réunion. OK? De rien. M'en vient mieux. Mme Gérard m'enseigne très bien. Alors, bonsoir encore, puis merci pour tout votre temps, votre patience pour ce soir. Puis on a journée à quelle heure, M. Paquette? On a journée à soir à quelle heure? OK, correct. Merci.